Ma sœur aînée n'est qu'une gardienne glorifiée. Je n'arrive pas à comprendre qui pourrait bien vouloir épouser quelqu'un comme ça. La voix stridente de ma sœur a coupé à travers le système de son surround. Des centaines de costumes sur mesure, et de robes en soie, ont vibré d'un rire moqueur. Ma mère se tenait juste à côté d'elle. Tapotant ses ongles peints en rouge contre une flûte en cristal, elle a glissé une phrase désinvolte dans le deuxième micro, elle est la honte de cette famille. Je suis resté cloué au sol, à la table 13. Mon uniforme de cérémonie pressait durement contre ma poitrine, qui se serrait. Plus de 20 ans à essuyer des tirs d'artillerie au Moyen-Orient, à recevoir des éclats d'obus déchiquetant ma chair. Rien de tout cela n'avait jamais fait aussi mal, que la cruauté pure de mon propre sang. Il pensait que j'allais craquer. Mais il ne s'attendait pas à ce que le marié, un capitaine du corps des marines qui se tenait à côté de ma sœur, croise accidentellement mon regard. Tout le sang a quitté son visage, lorsqu'il a reconnu la femme qui avait pris une balle pour lui en Syrie, debout juste là. Il a brisé son verre de vin, a bousculé sa mariée pour l'écarter de son chemin, et a marché droit vers moi. Si vous avez déjà été piétiné par votre propre famille, juste pour divertir quelqu'un d'autre, cliquez sur j'aime et abonnez-vous. Dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez la vidéo, pour que je sache que ceux d'entre nous qui ont été trahis ne sont pas seuls. Je savais déjà qu'il allait faire ça. Parce que, 2 semaines plus tôt, la mèche avait déjà été allumée. 23 heures, le Pentagone était une ville fantôme. Il n'y avait rien d'autre que le faible bourdonnement mécanique du système de climatisation, et l'éclat dur des néons au plafond, qui se reflétaient sur le sol en linoléum poli. J'étais assise seule à mon bureau, fixant l'écran lumineux. Le portail bancaire était ouvert. Mon doigt planait au-dessus du clic gauche de la souris. Montant, 10 000 €. Destinataire, Barbara Dean. Numéro d'acheminement, confirmé. J'ai cliqué sur soumettre. Le clic sec et plastique de la souris a résonné dans le bureau vide. Une petite coche verte est apparue sur l'écran, confirmant le transfert. 10 000 billets. Envolés. Juste comme ça. Cet argent n'était pas un bonus. Ce n'était pas un dividende d'entreprise. C'était la prime de risque de mon dernier déploiement dans le Golfe. C'était 6 mois passés à manger des rations de combat froides dans des sacs en aluminium, à dormir avec un gilet pare-balles, et à sentir le goût du cuivre au fond de ma gorge, chaque fois qu'un obus de mortier faisait trembler la terre. C'était le prix du sang. J'avais échangé ma sécurité, ma santé mentale, et des morceaux de ma propre chair pour le gagner. Et ma mère, Barbara Dean, la reine régnante du circuit du Country Club d'Alexandria, allait l'utiliser pour payer des orchidées blanches importées, et un stand de découpe de côte de bœuf. Elle ne l'avait pas demandé. Elle l'avait exigé. Dans son esprit, ma prime de risque n'était rien d'autre qu'une taxe obligatoire, que je devais à la famille. Pour le simple désagrément d'être né sans raffinement. J'étais le distributeur de billets de la famille, une machine à billets en treillis. J'ai tendu la main vers mon mug. Le café noir était devenu complètement froid, avec un goût d'acide de batterie et de terre brûlée. Je l'ai bu quand même. Juste à côté de mon tapis de souris, reposait une enveloppe. Elle n'avait rien à faire dans ce bureau. Entouré de dossiers classifiés, d'images satellites, et du métal lourd de 2 étoiles d'argent épinglées sur ma veste d'uniforme, drapée sur la chaise. L'enveloppe ressemblait à une mauvaise blague. Elle était faite d'un papier glacé bon marché, avec une bordure en feuilles d'or de mauvais goût. Je l'ai prise. Même sous l'odeur de cire pour le sol, et de café ranci qui tapissait le Pentagone, je pouvais capter le parfum faible, mais étouffant, du Chanel numéro 5 qui s'accrochait au papier. L'armure de ma mère. Je n'ai pas pris la peine de chercher un coupe-papier. J'ai baissé la main, j'ai tiré mon couteau de combat Ka-Bar réglementaire de son étui, et j'ai glissé la lame noire oxydée juste sous le rabat. Le papier s'est ouvert avec une déchirure nette et satisfaisante. J'ai sorti le contenu. Il n'y avait pas de carte d'invitation formelle sur le dessus. Juste un post-it jaune, collé négligemment sur la véritable carte. L'écriture était une cursive immaculée, tout en boucle. Le genre d'écriture qui appartenait à une femme, qui passait plus de temps à signer des chèques pour des galas de charité, qu'à parler à sa propre fille. Le mariage d'Émilie Levin. Assure-toi de virer le reste de la compte de la salle d'ici vendredi. Et s'il te plaît, tiens-toi bien. C'était tout. Pas de « comment vas-tu » Pas de « reste en sécurité ». Juste un avis de recouvrement.
J'ai retourné l'enveloppe déchirée. L'étiquette d'adresse était imprimée à l'encre noire, stricte. Odine. Pas général de division d'Ine. Pas même Olivia. Juste O. J'ai fixé cette simple lettre pendant un long moment. Ma mâchoire s'est verrouillée, mes molaires grinçant les unes contre les autres. Ils avaient tout effacé. 20 ans passés à travailler plus dur, à souffrir davantage, et à surpasser chaque homme de mon bataillon. 20 ans passés à gravir les échelons de la chaîne de commandement, à enterrer de bons soldats, et à porter le fardeau des guerres d'une nation. À Alexandria, en Virginie, sous les lustres en cristal de l'élite de la vieille fortune. Rien de tout cela ne signifiait quoi que ce soit. Je n'étais pas un général. J'étais juste l'horrible boucher qu'il devait cacher à l'arrière-plan, pour qu'elle ne gâche pas l'esthétique des photos de famille. J'ai baissé les yeux sur mes propres mains. Elles ne ressemblaient pas à celles d'Émilie. Émilie avait des doigts doux et manucurés, qui n'avaient jamais soulevé quoi que ce soit de plus lourd qu'une flûte à champagne. Mes mains, elles, étaient des armes. Mes jointures étaient couvertes de callosité, à force de serrer des crosses de fusil par des températures de 50 degrés. Une épaisse cicatrice blanche et irrégulière barrait en diagonale le dos de ma main gauche, souvenir d'un rouleau rouillé de fils barbelés à l'extérieur de Fallujah. J'ai pressé mon pouce balafré contre la surface lisse et glissante du papier bon marché. Le contraste était écœurant. Ils prenaient mon sang pour payer leur glamour, mais ils me traitaient comme un sale secret. Ils voulaient mon argent, mais ils me voulaient invisible. J'ai décollé le post-it jaune, et je l'ai jeté à la poubelle. En dessous, se trouvait la véritable invitation de mariage. Papier cartonné épais, élégante police en italique. La famille Dean vous prie de lui faire l'honneur de votre présence au mariage d'Emily Rose Dean avec. Mes yeux ont scanné la ligne suivante. Ma respiration s'est arrêtée. L'air stérile du bureau m'a soudainement semblé trop épais pour être inhalé. Ma main calleuse s'est figée en l'air, serrant le bord de la carte si fort que le papier épais a commencé à se plier et à se froisser sous mon pouce. Le capitaine Gavin Rowe, corps des marines des États-Unis. Gavin Rowe. Ce nom ne s'est pas seulement enregistré dans mon cerveau. Il s'est enregistré dans mes os. Avant même que je puisse assimiler les lettres sur la page, mon corps a réagi. Une soudaine et violente pointe de douleur nerveuse est remontée directement de l'arrière de mon mollet droit, déchirant le muscle et tirant droit dans ma colonne vertébrale. C'était l'endroit exact, où l'éclat d'obus avait déchiré ma jambe, 10 ans auparavant. La pièce a semblé s'incliner. Le bourdonnement des néons s'est amplifié, ressemblant au sifflement aigu d'un mortier en approche. Ma sœur épousait Gavin Rowe. Le même Gavin Rowe dont j'avais sauvé la vie, dans la poussière gorgée de sang de la Syrie. Le nom de Gavin Rowe ne restait pas simplement sur la page. Il rampait hors du carton bon marché, et s'enterrait directement dans mon système nerveux. Une douleur fantôme, aiguë et électrique, s'est déclenchée depuis mon mollet droit. Elle a frappé l'arrière de mon genou, remontant jusqu'à ma mâchoire. J'ai serré les molaires. J'ai fermé les yeux contre l'éclat dur du bureau du Pentagone, mais l'obscurité n'a pas aidé. L'obscurité est simplement devenue un écran de cinéma. 10 ans plus tôt. Alexandria, Virginie. L'air à l'intérieur de l'église était glacial. Il sentait fortement le granit poli, la cire d'abeille fondue, et la douceur étouffante des lys blancs. Le cercueil de mon père trônait à l'avant, drapé de bois massif et de laiton. Je me tenais au bord du premier banc, la colonne vertébrale droite, verrouillée dans la posture rigide du repos de parade. Je portais mon uniforme de cérémonie. Les boutons en laiton étaient polis comme des miroirs. Mes bottes de combat étaient d'un noir parfait, reflétant la faible lumière des vitraux. J'étais là pour enterrer mon père, mais aux yeux de ma mère, je n'étais qu'un accessoire qui ne collait pas au décor. Barbara Dean a marché vers moi. Elle n'a pas regardé mon visage. Elle n'a pas regardé le chagrin qui creusait mes joues. Ses yeux ont dardé directement vers le bas, vers mes bottes, et sa lèvre supérieure s'est retroussée d'un dégoût absolu. Recule au 4e rang, Olivia, a-t-elle chuchoté. Sa voix était à peine un sifflement, mais elle a coupé le silence comme un rasoir. Je n'ai pas bougé. C'est mon père. Et le maire franchit ses portes dans 3 minutes, a-t-elle rétorqué sèchement, en ajustant le voile de dentelle noire sur ses cheveux parfaits. La presse est avec lui. J'ai besoin qu'Émilie se tienne à côté du cercueil pour les photos. Ta tenue. Ça jure complètement avec les compositions florales. Tu ressembles à un videur. Va-t'en.
Maintenant. Elle n'a pas attendu de réponse. Elle m'a simplement tourné le dos. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas fait de scène. J'ai jeté un dernier regard au cercueil de mon père, j'ai fait un demi-tour parfait, et j'ai marché jusqu'au fond de l'église. Je me suis assise dans l'ombre du 4e rang, regardant Émilie, drapée dans une robe en soie noire sur mesure, pleurer magnifiquement pour les caméras, tandis que le maire lui tapotait l'épaule. J'étais effacé. Le granit froid de l'église a disparu. 5 ans plus tard. Nord de la Syrie. 45 degrés Celsius. La chaleur était un poids physique qui m'écrasait la poitrine. L'odeur des lys blancs a été remplacée par la puanteur métallique et piquante de la cordite et du diesel brûlé. Un obus de mortier a frappé le complexe. L'onde de choc a fait exploser mes tympans, ne laissant rien d'autre qu'un sifflement aigu. La poussière étouffait l'air, épaisse et jaune. Un mur en béton de la planque s'est effondré. J'ai dégainé mon arme de poing, donnant un coup de pied dans les restes brisés d'une porte en bois. Ro, ai-je aboyé, toussant à travers le sable dans mes dents. Sous un tas de parpaings écrasés, un marine se vidait de son sang. Le capitaine Gavin Ro. Un morceau de barre d'armature rouillée avait transpercé sa cuisse, le clouant au sol. Son visage était blanc comme la craie. Il entrait en état de choc. Des tirs des AK-47 ont éclaté depuis la lisière des arbres à l'extérieur, déchiquetant le plâtre au-dessus de nos têtes. Nous avions 90 secondes avant qu'ils ne prennent le bâtiment d'assaut. Je suis tombé à genoux dans la poussière. Pas le temps pour un médecin. J'ai arraché la lourde ceinture en toile de ma taille, je l'ai enroulée autour de sa cuisse en sang, et j'ai tiré. J'ai tiré jusqu'à ce que les veines de mon cou gonflent, coupant l'hémorragie artérielle. L'odeur chaude, collante et cuivrée de son sang a couvert mes mains, imbibant mon uniforme. Gavin a hurlé, se débattant dans la saleté. « Laisse-moi. Ils arrivent. Tais-toi, et reste éveillé, ai-je grogné, en verrouillant le garrot de fortune. Je l'ai attrapé par son gilet tactique pour le soulever. C'est à ce moment-là que le 2e mortier a frappé, à l'extérieur de la fenêtre. L'explosion m'a projeté sur le côté. Un morceau d'éclat d'obus déchiqueté, de la taille d'une bougie d'allumage, a fendu l'air et s'est enfoncé profondément dans la chair de mon mollet droit. La douleur était aveuglante. Du fer chauffé à blanc brûlant à travers le muscle, et raclant contre l'os. J'ai heurté le sol, face la première. J'ai goûté le sable, et mon propre sang. Mon cerveau me hurlait de rester à terre. Mon corps voulait abandonner. Mais, j'ai pensé à l'église. J'ai pensé au fait d'avoir été poussé au dernier rang, à m'être fait dire que j'étais inutile, que je n'étais qu'une brute laide en botte de combat. J'ai mordu ma lèvre si fort qu'elle s'est fendue. Je n'ai pas crié. J'ai refusé d'émettre un son. Je me suis repoussé sur les mains et les genoux. Le sang coulait le long de ma jambe droite, s'accumulant dans ma botte. J'ai attrapé le capitaine Gavin Ro, j'ai hissé son poids mort sur mes épaules, et je me suis levé sur ma jambe déchiquetée. Chaque pas me donnait l'impression de marcher sur du verre brisé. Mais, je l'ai traîné hors de ce trou infernal, pas après pas, dans d'atroces souffrances, droit à travers les tirs, jusqu'à ce que nous atteignions l'hélicoptère d'évacuation médicale. Le souvenir s'est brisé. J'étais de retour au Pentagone. L'air conditionné froid a frappé la sueur à l'arrière de mon cou. J'ai regardé l'invitation de mariage dans ma main. J'ai lentement baissé la main, et j'ai retroussé la jambe droite de mon pantalon d'uniforme. Elle était là. Une tranchée décolorée et irrégulière, longue de 15 cm, de tissu cicatriciel courant en travers de mon mollet. Une déformation permanente. J'avais sacrifié un morceau de mon propre corps, pour arracher Gavin Ro de la tombe. Et maintenant, ma mère et ma sœur se préparaient à le faire parader dans l'allée à Alexandria. Faisant sauter du champagne payé avec ma prime de risque. Tout en me reléguant à la table 13, près de la sortie de secours. Il voulait faire semblant que le sang n'existait pas. Il voulait le salaire du héros, mais il voulait que le soldat soit caché. Si votre famille vous a déjà caché à l'arrière-plan, parce que vous ne correspondiez pas à leur petite image parfaite, j'ai besoin que vous cliquiez sur le bouton j'aime dès maintenant. Laissez un commentaire, et tapez les mots je te vois. Pour que je sache que vous êtes là. Abonnez-vous à la chaîne, car nous en avons fini d'être invisibles. J'ai laissé la jambe du pantalon retomber. Elle a complètement recouvert la cicatrice. Je n'ai pas jeté l'invitation de mariage à la poubelle.
Je l'ai plié en un carré parfait et net, et je l'ai glissé dans la poche de ma poitrine. Je me suis levé. J'ai éteint l'ordinateur. J'ai attrapé mon képi, je suis sorti du bureau vide, et j'ai verrouillé la porte derrière moi. Il voulait que je me tienne bien à ce mariage. Il n'avait aucune idée de ce qui les attendait. J'avais la main sur la poignée en laiton froid, lorsque la lourde porte en chêne s'est ouverte vers l'intérieur. J'ai reculé d'un pas. Le lieutenant-général Thomas Simons est entré dans la pièce. Il avait 60 ans, avec un visage qui semblait avoir été taillé dans un bloc de granit, avec un ciseau émoussé. Il sentait légèrement la fumée de cigares froides, le vieux cuir, et le café noir amer, qui ballottait dans le gobelet en papier qu'il tenait à la main. Il n'a pas frappé. Il ne frappait jamais. Simons s'est arrêté au bord de mon bureau. Il a posé le gobelet en papier sur le bois poli. Ses yeux bleus pâles, perçants et froids comme de la glace fêlée, se sont posés sur la poubelle. Il a vu le post-it jaune froissé. Puis, il a regardé l'épaisse invitation de mariage sur papier glacé, qui reposait près de mon clavier. Il a lu le nom. Capitaine Gavin Rowe. Simons connaissait ce nom. C'est lui qui avait épinglé la Purple Hat sur ma poitrine, à l'hôpital de Lanstuhl, après que l'hélicoptère d'évacuation médicale m'eût sorti de Syrie. Il savait exactement quel sang avait imbibé la poussière du désert ce jour-là. Il n'a pas offert de câlin. Il n'a pas posé une main réconfortante sur mon épaule. Les câlins et la pitié étaient pour les gens qui s'effondraient sous la pression. Simons me respectait trop pour me traiter comme une victime. Le gamin des marines de la frontière syrienne, a dit Simons. Sa voix était comme du gravier frottant sur de l'asphalte. Vous y allez, à ce truc? J'ai tendu la main, et j'ai attrapé le bord de mon ordinateur portable. J'ai rabaissé l'écran. La charnière s'est refermée avec un claquement sec de plastique. Ma mère m'a rappelé de virer le reste de la compte de la salle, ai-je répondu. Ma voix était totalement plate. Je fixais directement le mur sombre derrière lui. Le fleuriste a besoin d'être payé avant vendredi. Simons n'a pas bronché. Il n'a pas offert de fausses sympathies sur la terrible nature de ma famille. Il comprenait la pourriture non dite. Il savait que je finançais un cirque, dont j'étais la principale bête de foire. Il a pris sa tasse de café. Allez-y, Olivia. Je l'ai regardé. Faites vos bagages, et allez à Alexandria. Les yeux de Simons se sont fixés sur les miens. Laissez-les vous mettre à la table du fond. Laissez-les chuchoter. Et quand le moment sera venu, vous leur montrerez exactement à quel point ces 2 étoiles d'argent sur vos épaules sont vraiment lourdes. Il s'est retourné, et est sorti dans le couloir éclairé au néon. La lourde porte s'est refermée derrière lui avec un clic. 1h du matin. Arlington, Virginie. Mon appartement était une boîte stérile au 14e étage. Mur blanc, parquet nu. Pas de photos encadrées de familles souriantes en vacances. Pas de coussins décoratifs. Le seul son était le faible bourdonnement mécanique du réfrigérateur dans la cuisine. C'était vide, mais c'était à moi. À Alexandria, la maison de ma mère était étouffante. Elle était remplie jusqu'au plafond de tapis persans importés, de lustres en cristal, et de canapés en velours. Chaque pièce de ce mobilier ridicule était payée par la prime de risque pour laquelle j'avais saigné à l'étranger. Je finançais toute leur mascarade de la haute société. Pourtant, je rentrais chez moi, entre 4 murs nus. J'avais payé leur confort avec mes cauchemars. Je suis entré dans la chambre. J'ai glissé la main sous le cadre en acier du lit, et j'ai sorti mon sac de sport en toile vert olive. Le matériau lourd et rugueux a raclé bruyamment contre le parquet. Je n'ai pas jeté mes vêtements dans le sac, comme un civil faisant ses bagages pour une escapade le week-end. J'ai roulé mes maillots de corps en cylindre serré et compressé. J'ai plié mes pantalons en carré parfait. J'agissais comme une machine, cochant les articles d'une liste d'inventaire mental. Mes mains se déplaçaient avec une efficacité impitoyable. Les jointures, épaisses de callosité, lissaient le moindre pli. L'odeur de la lessive forte a rempli l'air froid de la chambre. Je faisais mes bagages pour un déploiement. Le territoire ennemi se trouvait juste être un country club, à côté du fleuve Potomac. Tout au fond du sac de sport, à l'intérieur d'une housse de protection renforcée pour vêtements, se trouvait mon uniforme de cérémonie. J'ai dézippé la housse en plastique. L'odeur chimique aiguë du solvant de nettoyage à sec m'a pris à la gorge,
mélangé à l'odeur âcre du produit pour polir le laiton. J'ai passé mon pouce calleux sur les lourds boutons en laiton de la veste. J'ai déplacé ma main jusqu'à la poche poitrine gauche. Les rubans étaient empilés dans un alignement géométrique parfait. La Silver Star, la Purple Hat, la médaille expéditionnaire de la guerre mondiale contre le terrorisme. Ils étaient lourds. Ils portaient le poids d'amis morts, de nuits sans sommeil, et de tempêtes de sable qui vous arrachaient le souffle. Ma sœur regardait cet uniforme, et voyait un videur glorifié. Ma mère le regardait, et voyait un désastre vestimentaire qui jurait avec les compositions florales. Elle voulait me dépouiller de mon grade. Elle voulait que je ne sois qu'une initiale sur une enveloppe. La vilaine sœur qui payait les factures, et restait dans l'ombre. J'ai refermé la housse de protection sur l'uniforme. Je l'ai posée à plat contre le fond du sac en toile. Je n'allais pas la cacher. J'allais la porter comme une armure. Je me suis dirigé vers la table de nuit. J'ai pris un petit carnet en cuir usé. Les coins étaient effilochés, la reliure craquelée par des années passées dans les poches cargo, sous la chaleur du désert. J'ai ouvert la lourde couverture. Sur la première page, écrit à l'encre noire et épaisse, il y avait 4 mots, me voici. Envoie-moi. Ce n'était pas une prière. Je n'attendais pas de Dieu qu'il répare ma famille. C'était l'engagement d'un soldat. Vous voyez le feu, vous marchez dedans. Vous ne battez pas en retraite. J'ai jeté le carnet dans le sac de sport. J'ai attrapé la lourde fermeture éclair en laiton avec ma main balafrée, et je l'ai tirée d'un coup sec. Zip. Les roues en caoutchouc de mon lourd sac en toile grinçaient contre le béton immaculé du trottoir. Clac. 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 Alexandria, Virginie. Le territoire de la vieille fortune. L'air ici ne sentait pas le pot d'échappement et l'asphalte chaud. Il sentait le paillis de cèdre importé, l'herbe fraîchement coupée, et la richesse générationnelle. Les maisons étaient de massives demeures coloniales en briques, dissimulées derrière des grilles en fer forgé. Il n'y avait pas de taches d'huile sur ces allées. Juste un revêtement noir impeccable, supportant des berlines de luxe européennes. J'ai traîné mon équipement sur les marches en briques de la maison de ma mère. Je n'ai pas pris la peine de chercher mon ancienne clé. Je n'en avais plus. J'ai appuyé sur la sonnette en laiton. Elle a fait retentir un doux carillon mélodique à l'intérieur. 10 secondes plus tard, la lourde porte en chêne s'est ouverte. Barbara Dean se tenait dans l'embrasure de la porte. Elle avait 65 ans, mais son chirurgien esthétique à Georgetown s'était assuré qu'elle paraisse en avoir 48 bien tassés. Elle portait une robe portefeuille en soie couleur crème, sans défaut. Ses cheveux étaient bruchés en un parfait casque blond et rigide. L'odeur étouffante de Chanel numéro 5 s'est échappée du hall d'entrée, et m'a frappé en plein visage. C'était si fort que ça me tapissait le fond de la gorge, enterrant complètement l'odeur de l'air frais du matin. Elle n'a pas souri. Elle n'a pas ouvert les bras. Ses yeux bleus pâles sont passés immédiatement de mon visage, à mes bottes. Elle a fait un balayage lent et agonisant. Elle a observé la queue de cheval serrée, tirée fort contre mon cuir chevelu. La veste tactique vert olive. Le jean délavé, et les bottes de combat noires éraflées. Sa mâchoire s'est serrée d'une fraction de millimètre. Une micro-expression de dégoût absolu. « Tu es en avance », a-t-elle dit. Sa voix était douce, trempée dans un miel artificiel. Je ne t'attendais pas avant midi. La circulation était fluide en sortant d'Arlington, ai-je répondu. Ma voix était une ligne plate. Elle ne s'est pas écartée. Elle a gardé la main sur la poignée de porte en laiton, agissant comme une barricade physique de sa propre maison. Eh bien, a soupiré Barbara, en offrant un sourire forcé et crispé, qui n'atteignait pas ses yeux. Entre. Mais s'il te plaît, contourne le tapis perçant dans l'entrée. L'équipe de nettoyage est passée hier. Je ne peux pas laisser des semelles en caoutchouc mettre de la saleté sur les fibres de soie. J'ai franchi le seuil. J'ai contourné le tapis orné d'un rouge profond, et j'ai posé le pied directement sur le parquet poli. J'ai lâché la poignée de mon sac de sport. 30 kilos d'équipement militaire ont heurté le sol en bois. Boum. Le son a résonné dans le hall voûté. La lourde toile et les boucles métalliques ont raclé contre le bois coûteux. Barbara a littéralement tressailli. Elle a porté la main à son collier de perles. Attention, Olivia, a-t-elle claqué. Le miel avait disparu de sa voix. Ces sols sont d'origine.
Je vais le porter, ai-je dit, en attrapant l'épaisse sangle en toile, et en hissant le sac sur mon épaule. Elle ne m'a pas demandé comment s'était passé mon trajet. Elle ne m'a pas demandé si j'avais faim. Elle m'a tourné le dos, et s'est dirigée vers une console en verre, ajustant un énorme vase en cristal rempli d'hortensia blanc importé. Le traiteur m'a appelé ce matin, a déclaré Barbara, en gardant le dos tourné, ses ongles peints en rouge triturant une feuille verte égarée. Il a dit que le dernier acompte n'avait pas encore été validé. Tu as bien viré l'argent, n'est-ce pas? Et voilà. 10 secondes après avoir passé la porte, et on en était déjà à faire les comptes. J'ai regardé son dos rigide. J'ai regardé l'excès pur de la maison. Les miroirs à la feuille d'or. Les chaises décoratives en velours sur lesquelles personne n'avait le droit de s'asseoir. Chaque centimètre carré de ce musée stérile était financé par le sang que j'avais laissé dans le sable. J'ai autorisé le virement à 23 heures la nuit dernière, ai-je répondu, en fixant l'arrière de sa tête. 10 000 s'est passé. Bien. Barbara s'est retournée. Elle a finalement regardé mon visage, mais ses yeux étaient complètement morts. Le mariage d'Émilie doit être parfait. Le chef de cabinet du maire viendra au dîner de répétition demain soir. Le country club est complet. Où est-ce que je dors, ai-je demandé. Je ne voulais pas entendre parler du maire. Je ne voulais pas entendre parler du club. Barbara a agité une main manucurée vers le couloir étroit, près de la cuisine. Je t'ai installé dans le débarras, après le garde-manger. Je l'ai fixé. Le débarras? Et ma vieille chambre à l'étage? Oh, je ne pouvais absolument pas t'installer là-haut, a-t-elle rétorqué, le ton dégoulinant de fausses excuses. La maquilleuse et le coiffeur d'Émilie arrivent de New York. Ils ont besoin des suites d'invités. Ils ont tellement de sacs. Olivia, tu comprends? Je comprenais parfaitement. Le personnel engagé obtenait les suites parentales. La vétérante de combat qui payait pour tout ce cirque était fourrée dans un placard, pour ne pas gâcher l'esthétique du cortège nuptial. Très bien, ai-je répondu. J'ai ajusté la lourde sangle qui m'entaillait la clavicule. Et, Olivia, a appelé Barbara alors que je me retournais pour partir. Je me suis arrêté. Je ne me suis pas retourné. S'il te plaît, prends une douche, a-t-elle ajouté, sa voix tombant dans un murmure dur. Tu sens comme un terminal d'aéroport. Je n'ai pas répondu. J'ai juste continué à marcher. Je suis passé devant la grande cuisine de chef, devant le garde-manger attenant, et j'ai ouvert la porte du débarras. Il faisait peut-être 3 mètres sur 3. Pas de fenêtre. Les riz étaient viciés, sentant la vieille poussière de carton et la lavande séchée. La moitié de la pièce était occupée par des bacs en plastique remplis de décorations de Noël vintage. Poussé contre le mur du fond, il y avait un petit matelas jumeau dur, sur un cadre en métal bon marché. Pas de tête de lit. Pas de table de nuit. Juste une seule ampoule nue, suspendue au plafond par une chaînette. Une cellule de prison à Bagdad avait plus de surface. Je ne me suis pas plainte. Je n'ai pas piqué de crise. Je suis entré, et j'ai fermé la porte derrière moi. J'ai laissé tomber le lourd sac de sport sur le sol nu. J'ai dézippé l'épaisse toile. J'ai plongé la main au fond, et j'ai sorti la housse de protection en plastique contenant mon uniforme de cérémonie. J'ai trouvé un simple cintre en fil de fer qui pendait à un tuyau d'eau, près du plafond. J'y ai accroché l'uniforme. Dans cette minuscule boîte poussiéreuse et sans fenêtre, la laine bleue foncée et les lourdes étoiles d'argent étincelaient, sous la dure lumière jaune. C'était la seule chose, dans toute cette maison, qui avait une véritable valeur. Je me suis assise sur le bord du matelas rigide. Les ressorts métalliques ont gémi sous mon poids. J'ai posé mes coudes sur mes genoux, et j'ai regardé mon poignet gauche. Ma lourde montre tactique faisait tic-tac. Les aiguilles vertes luminescentes bougeaient avec une précision mécanique. Tic. 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 Je me suis assise dans le noir, à compter les secondes. Le dîner de répétition avait lieu demain soir. L'ennemi ne le savait pas encore, mais il venait de laisser entrer un loup dans la maison. Les portes battantes doubles de la cuisine du country club grinçaient sur des gonds rouillés. Bam. Bam. Toutes les 60 secondes, un serveur en gilet noir serré passait en trombe, effleurant mon épaule gauche. L'odeur lourde et écœurante du beurre à l'ail rôti, et de la graisse animale poêlée, flottait dans l'air chaud expulsé par la cuisine.
J'étais assise à la table de débordement, la table 13, pile dans le courant d'air des bouches d'extraction industrielle. Un petit carton de placement bon marché était posé près de mon verre d'eau. Encre noire, police négligée. Odine. Pas major général. Même pas mon prénom en entier. Juste une vague initiale, repoussée hors de vue dans un coin sombre, pour que je ne gâche pas l'ambiance de l'élite d'Alexandria. Avec 30 minutes de retard, les lourdes portes en acajou de la salle à manger privée se sont enfin ouvertes. Émilie. Elle a fait son entrée, vêtue d'une robe en soie blanche dos nu, qui coûtait plus cher que le salaire annuel d'un caporal de première classe. Un diamant massif accrochait la lumière du lustre à sa main gauche. J'ai regardé ce caillou. Je savais exactement comment il avait été payé. Ma mère avait vidé mes comptes bancaires pour le fonds du mariage, et comme par magie, le capitaine Gavinro avait pu s'offrir une pierre centrale de 2 carats avec une solde militaire. Émilie ne s'est pas excusée d'avoir fait attendre 50 personnes. Elle s'imprégnait de l'attention. Elle a dérivé devant les portes de la cuisine pour rejoindre la table VIP au centre de la pièce. Elle ne m'a pas regardé. Elle n'a pas fait un signe de tête en passant, l'ourlet de sa jupe en soie blanche hors de prix frôlant l'orteil éraflé de ma botte de combat en cuir noir. Un fantôme, frôlant une pierre tombale. Elle a pris place à côté du chef de cabinet du maire. Un serveur a immédiatement placé une assiette de bœuf wagyu importé devant elle. Émilie a pris sa fourchette en argent, a piqué la viande 2 fois, et a lâché la fourchette sur la porcelaine avec un grand fracas. « Hug, c'est trop rosé », s'est-elle plainte, sa voix portant par-dessus le léger brouhaha de la pièce. « Reprenez ça, c'est dégoûtant. » Le serveur s'est empressé d'enlever le steak à 70 €. J'ai fixé ma propre assiette. Je me suis souvenu d'être assise dans une tranchée boueuse à l'extérieur de Kandahar, l'eau s'infiltrant à travers mes bottes, la température avoisinant le point de congélation. Je me suis souvenu d'avoir déchiré une MRE, ration de combat, froide avec mes dents, un ragoût de bœuf ayant le goût de la boîte de conserve, de conservateur, et de la saleté. Je l'avais avalé en 60 secondes chrono, juste pour avoir assez de calories pour prendre le quart de nuit, afin que le reste de mon unité puisse dormir. Et ma sœur venait de renvoyer un morceau de bœuf de premier choix, parce que la couleur l'offensait. Le tintement des verres en cristal a coupé le bruit de la pièce. À la table centrale, un riche promoteur immobilier local s'est penché au-dessus de son verre de vin. Il a regardé ma mère, arborant un large sourire de politicien. « Barbara. Où est votre autre fille ? La plus âgée. Que fait-elle déjà ? » Barbara n'a même pas regardé dans ma direction. Elle n'a pas balayé la pièce du regard pour me trouver. Elle a pris une gorgée lente et délibérée de son pinot noir, ses ongles rouges tapotant le pied du verre. Oh. Olivia. Elle a agité la main d'un air dédaigneux. Elle travaille dans la sécurité. Une gardienne dans une base dans l'Ouest. Je crois. Une gardienne. Émilie s'est immiscée dans la conversation. Elle a élevé la voix, s'assurant que les tables environnantes puissent l'entendre, par-dessus le jazz qui jouait dans les haut-parleurs. C'est une gardienne glorifiée, a déclaré Émilie en levant les yeux au ciel. Elle se tient juste près d'une porte, et elle vérifie les cartes d'identité. Je n'arrive pas à comprendre qui pourrait bien vouloir épouser quelqu'un comme ça. La table a explosé de rire. Ce n'était pas juste un petit rire étouffé. C'était un chœur de rire de hyène, strident et aigu. Des rires venant de gens qui n'avaient jamais fait une dure journée de travail de leur vie. Le type de l'immobilier a tapé sur la table en acajou. Émilie a rejeté la tête en arrière, riant de sa propre blague de mauvais goût. La moquerie a résonné contre le plafond voûté, se mêlant au bruit de l'argenterie raclant contre la porcelaine. Je n'ai pas rougi. Je n'ai pas agrippé le bord de la table. Je n'ai pas réagi. J'ai pris mon couteau à steak. Mes mains cicatrisées, calleuses, brûlées par le soleil du désert et l'huile de fusil ont tenu le manche avec une précision constante et létale. J'ai pressé le bord dentelé dans la viande de mon assiette. J'ai tiré vers moi. Une coupe nette et lisse. La lame a raclé l'assiette en céramique, avec un grincement aigu et perçant. Cela faisait à peine un bruit sous les rires bruyants de la pièce, mais je l'ai entendu. J'ai mâché ma nourriture dans un silence absolu. Ma colonne vertébrale ne s'est pas courbée. Mes épaules sont restées droites. Mais je n'étais pas la seule à ne pas rire. À 3 tables de là, assis près du bar à volonté, se trouvait un homme plus âgé. Dans la soixantaine.
Il portait un costume gris anthracite sur mesure, mais il ne s'asseyait pas comme les cadres mous et pâteux qui l'entouraient. Il était assis comme un ressort bandé, les pieds bien à plat sur le sol. Épinglé sur son revers gauche, il y avait un minuscule morceau de laiton. Un aigle, un globe et une ancre. Le corps des marines des États-Unis. Il tenait un verre de bourbon dans sa main droite. Le verre s'était figé à mi-chemin vers sa bouche. Il ne regardait pas Émilie. Il ne regardait pas ma mère. Ses yeux étaient verrouillés, fixés droit sur moi, dans le coin sombre près des portes de la cuisine. Il analysait ma posture. La colonne vertébrale droite et inflexible. L'angle de 45 degrés de mes coudes. La façon dont mes yeux balayaient continuellement la pièce, traquant les sorties, calculant les distances. On peut dépouiller un soldat de son uniforme. On peut le dépouiller de son titre. Mais on ne peut jamais ôter la guerre de son corps. Un serveur a fait tomber un plateau en métal près du bar. Il a heurté le sol avec un bruit semblable à un coup de feu. La moitié de la pièce a sursauté. Émilie a renversé son vin. Je n'ai pas tressailli. Je n'ai même pas cligné des yeux. Le vieux marine a abaissé son verre. Il l'a posé sur la table avec un claquement dur et délibéré. Sa mâchoire s'est serrée, les muscles tressaillant rapidement sous sa peau burinée. Ses yeux se sont rétrécis en un plissement aigu et dangereux. Il fixait directement l'épais tissu cicatriciel irrégulier, visible sur le dos de ma main qui tenait le couteau. Il ne connaissait pas encore mon nom, mais il savait exactement ce que j'étais. Et il savait que ma mère mentait. 0900 heures. L'air à l'intérieur de la cathédrale d'Alexandria était lourd. Les immenses vitraux bloquaient le soleil matinal, projetant de longues ombres couleur de meurtrissure, sur les sols en marbre poli. L'église sentait la cire d'abeille brûlante, et la douceur étouffante et écœurante des lys blancs. C'était la même odeur qu'il y a 10 ans, le jour où nous avions enterré mon père. Je me tenais seul dans le vestibule du fond. Je ne portais pas de soie pastel. Je ne portais pas de bibi de créateur. Je portais la laine bleue foncée de mon uniforme de cérémonie. J'ai boutonné les lourds boutons en laiton droit jusqu'à ma clavicule, le métal froid s'enfonçant dans ma peau. J'ai lissé mes mains balafrées sur les rubans sur ma poitrine gauche. La Silver Star. La Purple Hat. Ils étaient parfaitement alignés. J'ai levé la main, et j'ai pressé mon pouce contre les pointes froides et acérées des 2 étoiles d'argent, épinglées sur mes épaulettes. Ce n'était pas une tenue de mariage. C'était mon armure. Je suis entré dans le foyer principal. Un énorme chevalet se tenait près des doubles portes, soutenant un plan de table personnalisé écrit dans une calligraphie dorée fluide. Les gens s'agglutinaient autour, tenant des coupes de cristal de champagne matinal, chuchotant derrière des mains manucurées. Je n'ai pas eu à chercher bien loin. Les tables de devant étaient réservées aux maires, aux promoteurs immobiliers et aux membres du conseil d'administration du country club. Les gens qui signaient les chèques. J'ai scruté le coin inférieur du tableau. Table 13. Placée tout au fond. Nichée dans une alcôve sombre, juste à côté de la lueur rouge des portes de sortie de secours. C'était la table de débordement. L'endroit où l'on case les cousins au 3e degré, le responsable du traiteur, et la honte de la famille. Et juste là, imprimé dans une toute petite police négligée, Odin. Je suis passé devant l'ouvreur dans son smoking de location. J'ai marché droit dans l'allée latérale, mes bottes de combat en cuir frappant un rythme lent et délibéré contre le marbre. Clac, clac, clac. Les têtes se tournaient, mais je ne les ai pas regardées. J'ai trouvé la table 13. Je me suis assise. J'ai gardé mon dos parfaitement droit. 2 pouces d'espace vide subsistaient entre ma colonne vertébrale et le dossier de la chaise en bois. Je ne m'y suis pas appuyé. Un soldat de garde ne s'appuie jamais. L'imposante orgue à tuyaux a rugi. Les notes de basse grave ont vibré directement à travers les semelles de mes bottes, faisant trembler les côtes à l'intérieur de ma poitrine. La foule s'est levée. Les lourdes portes en chêne, à l'avant de l'église, se sont ouvertes. Le capitaine Gavinro est apparu. Il portait son uniforme du corps des marines. Le pantalon blanc, le manteau sombre, la simple barre d'argent de capitaine brillant sur son col. Il avait de l'allure. Il avait l'air d'un héros, prêt à réclamer son prix. Il s'est avancé jusqu'à l'hôtel pour attendre sa mariée. Un photographe a déclenché un flash d'une lumière blanche aveuglante sur son visage. Gavin a cligné des yeux.
Il a détourné le regard de l'appareil photo, et a balayé l'immense foule des yeux. Il cherchait ses amis. Il cherchait sa riche nouvelle belle famille. Ses yeux ont dérivé au-dessus de la mer de costumes coûteux, et de colliers de diamants. Puis, il a regardé vers le coin arrière. Vers la sortie de secours. Ses yeux se sont verrouillés sur la laine bleu foncé de mon uniforme. Puis ils sont remontés, captant l'éclat dur du lustre, se reflétant sur mes 2 étoiles d'argent. Il ne lui a fallu qu'exactement une seconde, pour reconnaître le visage de la femme qui avait traîné son corps en sang, hors de la poussière syrienne. Gavin Rowe a eu un recul physique. Ses épaules ont bondi en arrière avec une telle force, qu'il a failli perdre l'équilibre. La couleur a complètement quitté son visage, laissant sa peau de la couleur de la cendre humide. Ses mains, qui reposaient le long de son corps, ont commencé à trembler. Il savait. Il connaissait le prix du sang, qui avait payé pour tout ce cirque. Émilie est apparue dans l'allée. Elle portait la robe en soie blanche. Elle a remarqué que Gavin fixait le fond de la pièce, comme s'il avait vu un fantôme. Elle a tendu la main, ses ongles acérés s'enfonçant dans son poignet, et a physiquement ramené son attention vers elle. Elle a plaqué un faux sourire rayonnant sur son visage pour les caméras. Gavin a dégluti difficilement. Une grosse goutte de sueur a roulé le long de sa tempe. La cérémonie s'est éternisée. Le prêtre a discouru sur la loyauté, sur la famille, sur le fait de rester unis à travers les épreuves de la vie. L'hypocrisie absolue de ces mots rendait l'air irrespirable. Puis est venue la bénédiction de la famille. La famille proche de la mariée est-elle priée de se lever pour recevoir la bénédiction, a demandé le prêtre. Sa voix résonnait dans le microphone, rebondissant sur les plafonds voûtés. Barbara s'est levée au premier rang. Le maire a applaudi. La mémoire musculaire a pris le dessus. Je suis sa sœur. Je partage son sang. J'ai posé mes mains sur mes genoux, et j'ai commencé à me lever. Je n'ai même pas fait la moitié du chemin. Barbara s'était déplacée depuis le premier rang, sous prétexte d'ajuster la longue traîne d'Émilie. Elle se tenait soudainement juste à côté de mon allée. Sa main s'est abattue. Ses ongles peints en rouge ont transpercé la laine épaisse de ma manche, s'enfonçant profondément dans le muscle de mon biceps. La douleur était vive. Électrique. Elle a pincé le nerf avec la précision brutale d'un prédateur. Barbara ne m'a pas regardé. Elle a gardé son visage tourné vers le photographe du mariage, un grand sourire radieux figé sur son visage pour les caméras. Mais elle a reculé la tête d'à peine 1 centimètre. Sa voix était un sifflement venimeux, à peine audible par-dessus la musique gonflante de l'orgue. Assieds-toi. Ta place n'est pas ici. Avez-vous déjà été exclu de la photo de votre propre famille? Vous a-t-on déjà dit que vos sacrifices n'étaient pas suffisants pour mériter une place à table? Appuyez sur le bouton j'aime tout de suite. Laissez un commentaire, et tapez le mot ombre, pour que je sache que vous comprenez ce que ça fait d'être effacé. Abonnez-vous à la chaîne. Nous allons sortir de l'ombre ensemble. Le sang a afflué à mes oreilles, un grondement sourd masquant la chorale. La piqûre de ses ongles a irradié jusqu'à mon coude. J'ai regardé son sourire en plastique figé. J'ai regardé les flashs des appareils photo qui aveuglaient la pièce, capturant le mensonge parfait de la famille Dean. Je n'ai pas fait de scène. Je n'ai pas élevé la voix. Je ne lui ai pas donné la satisfaction d'une réaction. J'ai lentement plié les genoux, et je me suis rassise sur la chaise en bois, dans l'ombre. Le prêtre a dit « Amen ». La musique de l'orgue s'est amplifiée pour devenir un grondement assourdissant. Les lourdes portes en bois au fond de l'église se sont ouvertes à la volée, déversant une lumière vive et crue dans le foyer. Il était temps pour la réception. Il pensait m'avoir remise à ma place. Il pensait que l'humiliation était totale. J'ai dégrafé le bouton du haut de ma veste. Je me suis levé. La grande salle de bal de l'Alexandria Plaza Hotel avait été construite pour les personnes qui aiment s'écouter parler. D'immenses lustres en cristal pendaient du plafond haut de 12 mètres, projetant une lumière froide, dure comme du diamant, sur la réception. La climatisation était réglée sur des températures de chambre froide, pour éviter que les lourds centres de table floraux ne se fanent. J'avais l'impression d'entrer dans une morgue réfrigérée. J'étais assise à la table 13. Seul. Le personnel de restauration avait pratiquement calé la table contre les doubles portes de la sortie de secours. C'était un angle mort. Une zone de quarantaine. Des gens en smoking sur mesure et en robe de soie à plusieurs milliers d'euros,
passaient devant ma table en se dirigeant vers le bar à volonté. Je sentais leur regard. J'entendais le tissu de leurs vêtements bruisser, alors qu'ils faisaient délibérément un grand détour autour de ma chaise. Quelques-uns d'entre eux pointaient du doigt mon uniforme de cérémonie, chuchotant derrière leurs mains. Une femme plus âgée, ruisselante de perles, m'a lancé un regard de pur snobisme sans mélange, avant de relever le nez vers le plafond. Je n'ai pas réagi. Je n'ai pas ajusté ma posture. Je n'ai pas rabaissé ma casquette sur mes yeux. Je suis resté parfaitement immobile. Mes mains reposaient à plat sur mes cuisses. Mes yeux coupaient directement à travers la foule, fixés au centre même de la table VIP, à l'avant de la pièce. Là-haut, le monde était différent. Il était bruyant. Il était brillant. Mais le capitaine Gavinro ne faisait pas la fête. Il était assis à côté d'Émilie, entouré par l'élite d'Alexandria. Mais il ressemblait à un homme attaché sur une chaise électrique, attendant que le directeur n'abaisse la manette. Une assiette de filet mignon vieilli à sec reposait, intacte, devant lui. Il n'en avait pas pris une seule bouchée. Une épaisse pellicule de sueur luisait sur son front, sous les dures lumières de la scène. Il a levé la main, les doigts tremblant légèrement, et a tiré sur le col raide de sa chemise blanche d'uniforme. Il a tiré 2 fois dessus, essayant de faire entrer de l'air dans ses poumons. Il étouffait. Et ce n'était pas à cause de la climatisation. C'était le poids des 2 étoiles d'argent, assises dans le coin sombre de la pièce. Il savait exactement qui j'étais. Il savait quel genre de sang avait imbibé le sable, pour que son cœur continue de battre. Il savait que la cicatrice violette et irrégulière, cachée sous la laine bleue foncée de mon pantalon, était le reçu permanent de sa propre survie. Mais il ne disait rien. Il laissait sa nouvelle épouse le parader comme un trophée. Il laissait ma mère financer toute cette mascarade, avec l'argent de la prime de risque pour laquelle j'avais saigné. Lui, un officier du corps des marines, qui avait prêté serment d'honneur et de courage. S'asseyait à la table d'honneur, et permettait que la femme qui avait pris un éclat d'obus pour lui, soit repoussée à côté de la sortie de secours, comme un sale secret. La double trahison avait un goût de cuivre aigre au fond de ma bouche. Le sang de ma propre famille, et la lâcheté de mon propre corps d'armée. Barbara Dean travaillait, la salle. Elle glissait de table en table, tenant une flûte de champagne à moitié vide. Elle tapotait les épaules, faisait la bise, et distribuait des cartes de visite pour son prochain gala de charité. C'était la parfaite hôtesse. J'ai observé son parcours. Elle avançait méthodiquement le long du côté gauche de la pièce, en s'approchant du coin arrière. Elle est arrivée à moins de 3 mètres de la table 13. Je n'ai pas bougé. J'ai attendu de voir si elle allait reconnaître le fait que sa fille aînée était assise seule, dans le noir. Elle ne l'a pas fait. Au moment où elle a atteint ma section, Barbara a exécuté un pivot délibéré et sans faille. Elle m'a complètement tourné le dos. Elle s'est penchée sur la table 12, riant bruyamment d'une blague faite par un gérant de fonds spéculatif, projetant sa voix pour que tout le coin puisse entendre. C'était un chef-d'œuvre d'isolation publique. Elle n'a pas eu besoin de m'adresser un mot. En me tournant délibérément le dos, et en ignorant mon existence devant 50 invités fortunés, elle a tracé une ligne de quarantaine invisible autour de ma table. Elle envoyait un signal au reste de la pièce, elle n'est pas l'une des nôtres. Ne vous en occupez pas. J'ai regardé l'arrière de sa tête blonde parfaitement coiffée. Je ne ressentais plus la morsure du rejet. Je ne ressentais plus ce besoin désespéré de son approbation, qui m'empêchait de dormir dans ma vingtaine. Je ressentais juste un détachement clinique et froid. Comme si je regardais un rat naviguer dans un labyrinthe. À l'avant de la pièce, le groupe s'est soudainement arrêté de jouer. Le brouhaha sourd de la foule s'est éteint en un murmure bas. Émilie s'est levée de la table VIP. La soie blanche de sa robe a tourbillonné autour de ses chevilles. Elle a attrapé le microphone sur son pied en laiton. Elle n'a pas attendu que la salle se calme complètement. Elle a levé sa main gauche. Ses doigts manucurés faisant briller le diamant de 2 carats, acheté avec mon argent. Tap, tap, tap. Ses ongles pointus en acrylique ont frappé la grille métallique du microphone. Le son aigu et abrasif a résonné à travers les lourds haut-parleurs montés sur les murs, coupant l'air réfrigéré. Screech. L'ampli a émis un Larsen pendant une fraction de seconde. Un couinement strident et aigu, qui a fait grimacer les personnes au premier rang. Le lourd projecteur monté sur le balcon a pivoté. Le faisceau blanc et éclatant a frappé Émilie en plein centre, l'illuminant comme un phare.
J'ai arrêté de respirer. Le bruit de la pièce s'est estompé complètement. Le tintement des verres, le faible bourdonnement de la climatisation. Tout cela a disparu dans un silence mortel et sous pression. J'ai pris une longue et lente inspiration par le nez. Je l'ai recraché entre mes dents. J'ai levé ma main droite. L'épaisse cicatrice laissée par le fil barbelé à Fallujah s'étirait blanche contre ma peau. J'ai posé ma paume calleuse à plat sur le bois froid de la table. En appuyant. En m'ancrant. C'était le même mouvement que j'utilisais avant de retirer le cran de sûreté de mon arme de service. Émilie a approché le microphone de ses lèvres parfaitement maquillées. Émilie se tenait dans le faisceau blanc et aveuglant du projecteur, serrant le lourd microphone en laiton. Elle a affiché ses dents parfaitement blanchies, à la foule. Je voulais juste vous remercier rapidement d'être venu ce soir, a déclaré Émilie, sa voix résonnant à travers les immenses haut-parleurs. Surtout ma sœur, Olivia, qui... Eh bien, elle a réussi à quitter son poste de garde dans l'Ouest pour être là. Une vague de rires étouffés a parcouru les tables de devant. Émilie s'est penchée vers le micro, s'animant face à la foule. Sérieusement, ma sœur n'est qu'une gardienne glorifiée. Elle vérifie des cartes d'identité. Je n'arrive pas à comprendre qui pourrait bien vouloir épouser quelqu'un comme ça. Les rires ont redoublé. Barbara Dean, qui se tenait près de la table des desserts, n'a pas manqué sa réplique. Elle a tapoté ses ongles peints en rouge contre sa flûte de champagne en cristal. Elle s'est penchée vers le micro secondaire, prévu pour les toasts. Elle est la honte de cette famille, a déclaré Barbara, sa voix suave, et dégoulinant d'un faux humour lasse. On essaie juste de la cacher au fond. La salle a explosé. 50 personnes en costume sur mesure et robes de soie ont ricané comme des hyènes. Ils ont tapé sur les tables en acajou. Ils ont levé leurs verres, dans un toast moqueur à la sœur laide, repoussé à côté de la sortie de secours. J'étais assise à la table 13. Mes mains cicatrisées reposaient à plat sur le bois. J'ai pris une inspiration. J'ai repoussé ma chaise en arrière. Le pied en bois a raclé violemment le sol. Je me suis levé. Je ne me suis pas avachi. Je ne me suis pas caché. J'ai rejeté mes épaules en arrière, et j'ai verrouillé ma colonne vertébrale. Je suis sorti de l'ombre de l'alcôve, pour entrer directement dans la lumière crue du lustre. La lumière a frappé les lourdes étoiles d'argent épinglées sur mes épaulettes. Elles ont brillé, froides et éclatantes. À la table centrale, le rire est soudainement mort dans la gorge de Gavin. La main de Gavin était serrée fermement autour d'un lourd verre de scotch en cristal. Ses yeux étaient écarquillés. Fixés sur les étoiles d'argent sur mes épaules. Puis tombant sur la cicatrice blanche et irrégulière, visible sur le dos de ma main. Le souvenir de la terre syrienne. Le sang. Et les tirs de mortier. Ça l'a percuté comme un coup physique. Il a serré la main. Crac. L'épais verre de cristal a explosé à l'intérieur de son poing. Des éclats de verre pointu ont tranché sa paume. Le sang a instantanément perlé, coulant le long de ses doigts, et éclaboussant d'un rouge sombre la nappe blanche et immaculée. Gavin. Oh mon Dieu, a crié Émilie, en laissant tomber le microphone à ses côtés. Elle a bondi en avant, les mains tendues pour attraper son bras en sang. Qu'est-ce que tu fais? Gavin ne l'a pas regardé. Il n'a pas regardé le sang sur la table. Il a jeté son bras en avant, repoussant violemment sa mariée. Émilie a trébuché en arrière. Le talon de sa chaussure se prenant dans l'ourlet de sa robe en soie hors de prix. Gavin s'est levé. Il a repoussé sa chaise d'un coup de pied. Il n'a pas marché. Il a marché au pas de charge. Il est passé devant les tables VIP. Devant le maire. Devant les promoteurs immobiliers. Ses chaussures militaires noires frappaient le parquet poli avec une force lourde et brutale. Il a ignoré le sang qui coulait de sa main sur les lattes du plancher. Il a marché droit vers la table 13. Vers moi. Toute la salle de bal est devenue silencieuse comme la mort. Le groupe de jazz s'est arrêté de jouer. Le seul son dans la pièce immense était le bruit sourd et rythmé des bottes de Gavin Rowe. Il s'est arrêté exactement à 2 pas devant moi. Il a ramené ses pieds l'un contre l'autre. Les talons de ses chaussures ont claqué ensemble. Smack. Le bruit sec du cuir a résonné contre le plafond voûté, comme un coup de feu. Gavin a levé son bras droit d'un coup sec. Sa main formant une lame de couteau rigide. Il a porté le bout de ses doigts,
précisément au bord de son sourcil droit. Un salut parfait, à 45 degrés. Il a maintenu le salut. Sa poitrine se soulevait. Le sang s'égouttait de sa main gauche sur le sol. Il n'a pas parlé à la foule. Il s'est adressé directement à moi, mais il a projeté sa voix depuis son diaphragme. Il a hurlé. Sa voix faisant trembler le cristal sur les tables. « Madame, je vous implore de me pardonner pour l'ignorance absolue de ma femme. » Les mots ont frappé la pièce comme une bombe. Gavin a légèrement tourné la tête, lançant un regard noir à la foule abasourdie. Sa voix s'est brisée. Un mélange de honte et d'un respect brut, et désespéré. C'est le major général Olivia Dean, du corps des marines des États-Unis. Elle n'est pas une gardienne. Elle est la femme qui a pris un éclat de mortier dans la jambe. Pour traîner mon corps en sang hors d'une fusillade en Syrie. Je ne suis debout dans cette pièce que parce qu'elle a échangé sa chair contre la mienne. Silence. Un silence lourd, étouffant, et absolu, s'est abattu sur la salle de bal. À l'avant de la pièce, la mâchoire d'Émilie s'est décrochée. Le microphone a glissé de ses doigts. Il a heurté le parquet. Screech. Le Larsen strident et gémissant, a déchiré les haut-parleurs, faisant grimacer tout le monde. Barbara Dean est restée figée. Sa flûte à champagne a glissé de ses doigts manucurés. Elle a heurté le sol, se brisant en une centaine de morceaux. Personne ne les a regardés. Là-bas, près de la table du bar. Le vieil homme en costume gris anthracite, avec l'épingle du corps des marines sur le revers. Il a repoussé sa chaise. Il a jeté sa serviette en lin sur la table. Il s'est levé. Il s'est mis au garde à vous. Il a levé la main, et a exécuté un salut sec et rigide. À la table 8, un jeune homme avec une jambe prothétique s'est levé. Il a redressé les épaules, et a salué. À la table 5, une femme plus âgée, à la coupe de cheveux stricte, s'est levée. Elle a salué. Un par un, 6 personnes différentes éparpillées dans la salle de bal. Des gens qui connaissaient le poids de l'uniforme. Des gens qui comprenaient le prix du sang, se sont levés dans un silence de mort. 6 saluts rigides et inébranlables. Tranchant à travers la mer de soie coûteuse et de costumes sur mesure. Ils ont formé un mur d'honneur silencieux et incassable autour de moi. En plein milieu du territoire de mensonges de ma famille. J'ai regardé Gavin Rowe. J'ai regardé le sang sur sa main. J'ai lentement levé ma main, et je lui ai rendu son salut. J'ai baissé mon bras. Repos, capitaine. Je n'ai pas regardé ma mère. Je n'ai pas regardé ma sœur. J'ai tourné le dos à la pièce entière. Je suis passé devant la sortie de secours, et j'ai poussé la lourde porte en métal. La lourde porte en laiton de la sortie de secours s'est refermée derrière moi, coupant net le silence de mort de la salle de bal. Je suis sorti dans le long couloir moquetté de l'hôtel. L'air ici sentait le nettoyant pour sols industriels, et la fumée de cigarettes rances fuyant du quai de déchargement. Je n'ai pas couru. Je ne me suis pas précipité. J'ai fait de longues enjambées régulières, mes bottes de combat s'enfonçant légèrement dans la moquette épaisse et à motif. La lourde porte métallique s'est à nouveau ouverte à la volée. « Olivia, arrête !» La voix était stridente, désespérée. Elle ne ressemblait pas au ton poli, trempé dans le miel, du country club d'Alexandria. On aurait dit un animal pris dans un piège. J'ai continué à marcher. Clac, clac, clac. Derrière moi, j'ai entendu le son frénétique et inégal de talons aiguilles, s'enfonçant dans la moquette. Elle courait. Barbara Dean, la femme qui préférerait mourir plutôt que d'être vue transpirer en public, sprintait littéralement dans un couloir d'hôtel. « Olivia », ai-je dit. « Arrête tout de suite. » Elle m'a rattrapé juste avant les portes à tambour en verre, menant au stand du voiturier. Elle a attrapé la laine bleue foncée de ma manche, et a tiré fort, se jetant physiquement devant moi pour bloquer mon chemin. Je me suis arrêté. J'ai baissé les yeux vers elle. Le masque sans défaut n'était plus. Le fond de teint hors de prix sur son visage s'était fissuré, fondant sous une soudaine nappe de sueur nerveuse. Ses cheveux blonds raides étaient effilochés sur les bords. Elle haletait, sa poitrine se soulevant sous la robe en soie, soufflant la lourde odeur du champagne éventé, et de la laine aigre dans l'espace qui nous séparait. De retour dans la salle de bal, je pouvais voir les flashs des appareils photo des téléphones portables, à travers la petite fenêtre en verre des lourdes portes. Les invités de l'élite d'Alexandria,
ne mangeaient pas leur côte de bœuf. Ils étaient sur la pointe des pieds, filmant les suites de l'explosion. Barbara a vu les caméras, elle aussi. Ses yeux ont dardé follement vers la vitre. La panique, brute et laide, a tordu ses traits. Elle a posé les yeux sur moi. Elle n'a pas regardé les 2 étoiles d'argent sur mes épaules. Elle n'a pas baissé les yeux vers ma jambe, pour vérifier si la blessure causée par l'éclat d'obus dont Gavinro avait hurlé, était réelle. Elle se fichait du sang que j'avais perdu. Tu dois retourner là-dedans, a haleté Barbara, ses doigts s'enfonçant dans mon bras. Tu dois leur dire que c'était une blague, une exagération. L'attaché de presse du maire est à la table 4. Olivia. As-tu une idée de ce que le Washington Post va faire de ça? Ils vont dire que j'ai pris l'argent de la charité d'un vétéran blessé pour payer un mariage. C'est un suicide social. Elle ne s'excusait pas. Elle ne suppliait pas pour obtenir mon pardon. Elle suppliait pour du contrôle de relations publiques. J'ai regardé la femme qui m'avait donné la vie. Pendant les 20 dernières années, j'avais gardé une once microscopique d'espoir que, quelque part, enfouie sous le parfum Chanel et les tapis persans, elle m'aimait vraiment. Je pensais que si j'envoyais suffisamment de primes de risque, si je restais suffisamment silencieuse à l'arrière-plan, si je prenais suffisamment de balles pour rendre la famille fière, elle finirait par me regarder comme elle regardait Émilie. Cet espoir est mort là, dans le couloir de l'hôtel. Il n'est pas mort avec un cri. Il est mort dans un silence froid et absolu. Je ne ressentais plus de colère. Je ressentais juste une profonde pitié glaçante. J'ai levé la main, et j'ai refermé ma paume calleuse sur son poignet. L'épaisse cicatrice sur le dos de ma main, pressée contre sa peau douce et manucurée. J'ai serré juste assez fort, pour qu'elle sente la poigne de quelqu'un qui avait étranglé des insurgés dans le noir. Barbara a haleté, les yeux écarquillés. Elle a lâché ma manche. J'ai laissé retomber son bras. Tu ne m'as jamais vu comme un être humain, ai-je dit. Ma voix était une ligne plate. Pas d'émotion, pas de larmes. Juste un médecin légiste lisant l'heure du décès. Tu me regardais, et tu voyais un distributeur de billets. Tu voyais une tache laide que tu devais cacher, pour pouvoir prétendre que tu étais parfaite. Olivia, je t'en prie, les caméras. J'ai payé pour les centres de table. J'ai payé pour le bœuf wagyu. J'ai payé pour le diamant sur le doigt de ton enfant chéri. Avec l'argent que j'ai gagné en m'enlevant des éclats d'obus de la jambe. Ne fais pas ça à la famille, a-t-elle sifflé, la voix tremblante de rage et de terreur. Je n'ai pas de famille, ai-je répondu. La bouche de Barbara s'est ouverte, mais aucun son n'en est sorti. Ses ongles peints en rouge pendaient mollement à ses côtés, tremblant contre la soie coûteuse de sa robe. J'ai fait un pas en avant, la forçant à reculer sous peine de se faire écraser. Elle a trébuché en arrière, son talon aiguille s'accrochant dans la moquette. L'époque où je me faisais toute petite pour être la toile de fond moche de ta petite mascarade, est révolue, ai-je dit, ma voix baissant jusqu'à un murmure grave et mortel. Tu es morte pour moi. Ne me contacte plus jamais. Je n'ai pas attendu qu'elle l'assimile. J'ai contourné son corps figé. J'ai poussé la lourde barre en laiton de la porte tambour en verre. Je suis sorti dans l'air glacial de la nuit. Le vent mordant, venant du fleuve Potomac m'a frappé le visage, sentant la pluie et l'asphalte froid. C'était l'air le plus pur que j'avais respiré depuis 10 ans. J'ai marché dans l'obscurité. Je n'ai pas regardé en arrière. 2 mois plus tard, les flashs ont crépité dans la salle de presse du Pentagone, aveuglant et implacable. Je me tenais au lourd pupitre en bois. Je portais mon uniforme de cérémonie, une dernière fois. Je ne regardais pas directement les objectifs des appareils photo. Je regardais juste au-dessus, conservant ce regard vide qui m'avait maintenu en vie dans le désert. Aujourd'hui, j'annonce la création du Fonds Sentinelle, ai-je déclaré devant le groupe compact de microphones. Ma voix était ferme, perçant le murmure sourd du corps de presse. Il s'agit d'une fondation de défense juridique. Elle est strictement dédiée à la protection des militaires en service actif, et des vétérans de combat, contre les abus financiers. Plus spécifiquement, contre l'exploitation financière commise par les membres civils de leur propre famille. Je n'ai pas prononcé le nom de Barbara Dean. Je n'ai pas mentionné le Country Club d'Alexandria. Je n'en ai pas eu besoin. Les journalistes militaires sont comme des limiers, traquant un cerf blessé. Donnez-leur une goutte de sang, et ils trouveront le cadavre. À 15h cet après-midi-là,
le Navy Times et le Washington Post ont publié l'histoire en ligne. Ils ont fouillé dans les archives publiques. Ils ont relié les points. Entre ma prime de risque, les galas de charité, et le mariage somptueux d'Emily. La réputation irréprochable de Barbara en Virginie a été pulvérisée du jour au lendemain. Elle était officiellement une paria. Les gens de la haute bourgeoisie ne tolèrent pas la mauvaise publicité. Ils l'ont évincée plus vite qu'un appendice pourri. Une semaine plus tard, le lieutenant-général Simons a fait glisser un épais dossier en papier craft sur son bureau. J'ai pris un lourd stylo noir. J'ai pressé la pointe sur le papier, signant mon nom au bas de mes documents de démobilisation. Simons a apposé le lourd sceau officiel sur le papier. Fait, a-t-il grogné. Il s'est adossé à son fauteuil en cuir. Il m'a finalement tendu la main. Je l'ai prise. Une poigne ferme et calleuse, d'un vieux chien de guerre. Vous avez mené une bonne guerre, Olivia. Toutes les guerres. J'ai fait mes bagages dans mon sac de sport en toile, et j'ai conduit vers le nord. J'ai laissé la chaleur étouffante et le marais politique de Washington, dans le rétroviseur. J'ai acheté une petite cabane battue par les vents, sur la côte rocheuse du Maine. Pas d'allée fermée, pas de paillis de cèdre importé. Juste le vent salé et le fracas bruyant et violent de l'océan Atlantique contre les rochers noirs et déchiquetés. Je suis passé par la porte d'entrée de ma nouvelle maison. Les lattes du plancher étaient en pin brut, non traité. Elles craquaient sous mon poids. Il n'y avait pas de tapis perçant à 70 000 € à contourner. J'ai gardé mes lourdes bottes de combat, apportant un peu de terre et de sel marin, jusque dans le salon. Les graviers ont crissé sous mes semelles. C'était incroyable. C'était comme la liberté. 0600 heures. L'air matinal était glacial, portant une morsure vive qui a réveillé chaque nerf de mon corps. J'étais sur la véranda arrière, tenant un épais mug en céramique rempli de café noir. La torréfaction foncée sentait le bois brûlé, et la survie. Je regardais les vagues grises se fracasser contre la côte, projetant de l'écume blanche en l'air. Des pneus ont crissé sur l'allée en gravier derrière la maison. Un gamin sur un vélo 10 vitesses rouillé pédalait sur la colline escarpée, la chaîne métallique cliquetant bruyamment contre les engrenages. Il portait un lourd bonnet en laine tiré sur ses oreilles, et une veste en flanelle délavée. Il a lancé le journal du matin. Il a atterri sur le porche en bois, avec un bruit sourd et solide, et satisfaisant. Il a arrêté de pédaler, et a posé une basket usée sur les graviers. Il m'a dévisagé. Les habitants d'ici parlent. Ils le font toujours. C'est vrai, a demandé le gamin. Son haleine formait de petits nuages blancs dans l'air froid. Qu'est-ce qui est vrai? J'ai pris une gorgée de café amer, laissant la chaleur me brûler la gorge. Mon père a dit que vous étiez un vrai général. 2 étoiles. J'ai regardé le gamin. Puis j'ai regardé l'océan immense, infini. Le nœud défensif est serré, qui avait vécu dans ma poitrine pendant 20 ans. Le besoin constant de me préparer à la prochaine attaque venant de mon propre sang. C'est finalement dénoué. L'armure s'est fissurée, et est tombée. Les coins de ma bouche ont tressailli. Puis, pour la première fois de toute cette misérable histoire, j'ai souri. Un vrai sourire, sincère. J'étais un soldat, lui ai-je dit, en appuyant mes avant-bras contre la rambarde en bois. Et un bon soldat c'est exactement quand il est temps de quitter un champ de mine. Le gamin a souri de toutes ses dents, a hoché la tête en signe de respect, et a repris sa route à vélo. J'ai ramassé le journal roulé, et je suis rentré dans la cabane chaude. J'ai posé le journal sur la lourde table de cuisine en chêne. Juste à côté, reposait mon téléphone portable. L'écran était complètement noir. Cela faisait très exactement 63 jours que j'étais sorti de ce couloir d'hôtel. Ma mère n'avait pas appelé. Emily n'avait pas envoyé de SMS. Pas une seule demande d'argent. Pas une seule fausse excuse. Ce n'était pas parce qu'elles ne voulaient pas de l'argent. C'était parce qu'elles étaient terrifiées. Je les avais dépouillées de leur pouvoir, j'avais exposé leur pourriture à la lumière du jour, et je m'étais éloigné avec les mains parfaitement propres. Les personnes toxiques se nourrissent de votre colère. Elles se nourrissent de vos larmes. Quand vous ne leur donnez absolument rien, elles meurent de faim. La punition ultime n'était pas de leur crier dessus. Ce n'était pas d'en venir aux mains. La punition ultime était de les effacer de mon existence. Pour moi, Barbara et Emily Dean étaient déjà mortes.
J'ai pris le téléphone, je l'ai éteint, et je l'ai jeté dans le tiroir à babioles. Mission accomplie. Si vous avez trouvé la force de vous éloigner d'une famille toxique, cliquez sur j'aime, laissez un commentaire et abonnez-vous. Merci beaucoup d'avoir écouté, et je vous verrai la prochaine fois.